dans un des chapitres du livre, je vais déconstruire certaines images. Voilà pourquoi ça s'appelle les transférés. Il a dit tout à l'heure le maître de la communication digitale. Je dis dans le livre, je vous révèle aujourd'hui que je ne sais rien à Facebook. Jusqu'au moment où je vous parle, je ne sais pas comment rendre Facebook. Je ne sais même pas comment rendre à Facebook. Je sais lire des informations comme moi. Mais je sais rien, je suis ignorant. Je dis, mais il y a en Facebook. Je n'ai jamais connu Facebook, je ne sais pas comment ça se passe. Mais j'ai compris l'utilité de Facebook dans la gestion d'une communauté et dans la vie sociale. Et ceux qui me l'ont fait comprendre, c'est une dame qui est venue dans mon bureau et qui m'a dit 7 jours après ma prise de fonction, attention, avec la réponse que vous occupez, si vous ne gérez pas votre communication, tout va aller de travers. Elle n'est pas dans cette salle, mais vous la connaissez tous, c'est la journaliste Sylvie Touré. C'est elle qui m'a mis mon premier compte Facebook, Twitter et tout le reste à ma disposition. Et à côté d'elle, il y a un autre garçon qui a décidé d'être une sorte de surveillant à côté et chaque fois qu'il poste, voilà, derrière là-bas, il s'appelle Ouattara Lassina, il va être assis, arrêté. Donc tous les textes que vous avez sur ma page, c'est lui qui gère, c'est lui qui fait le retour. Et un jeune homme qui lui aussi, de façon bénévole, a décidé d'être l'aventure. Donc depuis 3 ans, il est partout. Toutes les photos que vous avez vues, qui ont fait scandale, qui ont plu, qui n'ont pas plu, voici l'auteur. Ici, ce jeune homme qui est là. Ça c'est à 20 ans. Donc, il est l'auteur. Donc, j'ai compris qu'il va avoir l'auteur. Aziz est l'auteur de toutes les photos qu'il fait gratuitement jusqu'aujourd'hui où je suis assis. Donc, l'humilité est nécessaire dans une existence parce qu'elle nous amène à apprendre les autres. Si vous pensez que les autres, vous limitez tellement votre environnement. Parce que tous ces gens qui sont autour de vous, et c'est comme ça qu'elle est face à Facebook. Face à Facebook, c'est l'aventure Facebook. Mais l'aventure sans théorisation. C'est les tribulations, les errements, les pensées, les réflexions. Pendant des années, j'ai écrit, quand j'étais hors du pays, en exil ou bien en expatriation, et je suis rentré au pays, toutes les réflexions sur eux, je les ai compilées, je les ai revues, j'ai réorganisé, retravaillé, vous faites une situation qui a des réflexions, et vous voyez dans l'avant-propos, il y a des moments où votre vie vous attrape sans que vous sachiez. Et que vous poussez les bases, votre vie inconsciemment, il y a 10 ans, 20 ans, vous avez quelque chose, et quand vous marchez dans les sillons de votre propre vie, inspiré par d'autres, vous aviez déjà pensé ça. Donc, une des leçons, c'est qu'on conçoit tout d'abord. On n'arrive jamais à rien par hasard, tout se conceptualise, tout se mûrit d'abord avant la nuit. Et ça, c'est en tribulation. Beaucoup de textes, j'ai failli dire avec un peu de réputation, beaucoup de textes intéressants, mais je ne sais pas, c'est d'autres qui vont juger. À côté, vous avez un livre compliqué qui s'appelle Jour de colère. Et c'est le jour de la Côte d'Ivoire, les 6 mois de la Côte d'Ivoire en train de se dégager. Ça, c'est tout ce qui s'est passé en 2010, de 2010 à 2012. À l'époque, j'étais donc directeur d'une organisation internationale, donc fonctionnaire national. J'étais à ma 12e année d'expatriation de Côte d'Ivoire, la crise avait évidemment. Mais j'étais dans les terrains en conflit, avec tous les terrains en conflit du monde, notamment Haïti, Zimbabwe, Soudan, Tchad, Érythrée, tous les pays en conflit. J'étais dans les pays en conflit d'Afrique pendant que mon pays était en conflit. Donc il y avait une rage au cœur qui me faisait analyser toutes les inclinaisons, les évolutions de la crise ivoirienne. Donc souvent attaquant un camp, cherchant à concilier et revolter parce qu'il est très pénible d'être hors du pays et puis de voir une situation au pays. Quand on est au pays, c'est plus gênant, c'est plus facile. Et donc, jour de colère, c'est colère de la démocratie, colère de Dieu contre la Côte d'Ivoire, c'est pour le dire ainsi. Colère des êtres humains, colère des factions armées, colère des militants, colère des patriotes, colère des gouvernants, colère de l'opposition. Et cette colère ont fragilisé le milieu ivoirien d'une certaine façon historique. Donc, c'est une collection de textes, et comme je le dis, ça se lit de bas en haut. Lisez la date d'abord, pour avoir des éléments. Mais pourquoi il y a eu cette édition? Mais c'est de bas en haut, parce que c'est la date qui explique l'état d'âme. Et avant d'arriver au lieu des livres, qui je suppose sont les livres, il y a eu Ahmed Bakayoko. Et c'est encore triste de dire, dans 2 mois, ça fera 1 an que Ahmed Bakayoko a quitté la terre déjà, selon le plan de Dieu. Et je suis venu en Côte d'Ivoire, il y a des personnes qui vont aller dans cette salle qui m'ont permis de venir en Côte d'Ivoire. Et c'est Ahmed Bakayoko qui m'a demandé de venir en Côte d'Ivoire, je suis allé à l'international. Vous savez comment ça se passe à l'international, c'est quand même assez intéressant, on n'a pas un stade de stress.
mais il m'a donné de rentrer au pays et nous avons cheminé ensemble. Et Dieu a voulu le rappeler. J'ai été directeur de cabinet d'Alain Bakayoko de 2000, quand je suis en de 2014 à 2017, pratiquement 18, quand j'ai été nommé préfet et on a collaboré. Et Dieu l'a rappelé. J'ai donc écrit chaque jour des chroniques, des témoignages. Ces témoignages ont été compilés, mais également réécrits. J'ai ajouté des sections, j'ai écrit le livre sur Alain Bakayoko. Mais je vous avoue que je n'ai jamais fait la publicité, je n'ai jamais fait de cérémonie de dédicace, je n'ai jamais présenté ce livre, jamais. Parce que l'émotion était assez forte, elle est toujours aujourd'hui, je ne l'ai jamais fait. Et je pense que c'est aussi une façon de rendre hommage. Et ce livre raconte, je n'ai pas voulu aller dans des images édulcorées d'Alain Bakayoko, il était bon, il était tellement gentil, il était ceci, il était généreux. Je n'ai pas voulu rentrer également dans un côté de critique assez, non, Alain Bakayoko était mauvais, c'était lenti, ceci, lenti, cela. J'ai voulu juste raconter les jours du travail, sans aucune valeur de jugement. Dieu seul le juge. Dieu jugera de nous, chacun de nous. Je félicite ceux qui n'ont jamais connu de péché ni de faute dans leur vie. C'est bien. Mais nous, on est humains et ça va avec certaines faiblesses. Et je ne juge pas de Bakayoko. Je raconte comme on arrive au bureau et je fais revivre ces séances-là. Donc c'est un document qui se lit, ça se lit pratiquement assez rapidement parce que c'est la vie de tous les jours. Je voudrais rappeler que de façon cumulée, il y a 6 millions de personnes. Vous êtes 6 millions de personnes à avoir eu le témoignage sur Alain Bakayoko. 6 millions. Et ça, c'était des estimations de juin. C'est dit l'importance du personnage aujourd'hui. Et l'histoire d'Alain Bakayoko ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer l'histoire d'Alain Bakayoko. L'impact, sa vie, tout ce qui va venir. Ça ne fait vraiment que commencer. Donc, je vous demande de vous le procurer. Je n'ai jamais fait de dédicace ni de présentation. Mais d'abord, j'ai un avisé. Alain Bakayoko mérite cet hommage à quelqu'un de toute la nation, de tous les individus, tous ceux qui sont dans cette salle. En tout cas, je les rencontre la plupart d'entre eux en étant en famille d'Alain Bakayoko. Et c'est un livre, c'est très intéressant. Et vous avez maintenant les deux derniers livres. Des gens comme Agalawal, tous ceux qui sont devant moi ici, Emma Gabriel, Serge, Zézé, Asafo, tous ceux que je. Et vous-même, vous tous, vous avez une histoire à raconter dans votre vie. J'avais un programme quand j'étais pour les écoles, comme les écoles PHP, un programme qui s'appelle Le succès n'est pas un hasard, qui va commencer à force d'année. Ça montrait que rien n'arrive par hasard dans la vie individuelle. Et parlons à nos jeunes, on veut tous que nos jeunes quittent la médiocrité. Mais quittent comment? Quels sont les rêves? Qu'est-ce qu'ils voient? Il faut qu'ils sachent que le chemin qui commence à être souvent appelé dans les vestiaires, que c'est difficile, qu'il a senti qu'on l'ostracisait. Et du coup, celui qui souffre un moment se dit, ah mais ça va aller comment dans la vie là? Il a peur aussi comme ça, il pense que je vais y arriver. Parlons de nos faiblesses. Parlons également de nos espoirs. On sache que demain, je vais aller là. Quelqu'un comme Stanislas aujourd'hui, une lumière dans l'économie de notre pays, il va vous dire qu'il y a un moment de doute total quand il errait à Paris. Lui, on peut l'argent, c'est à Paris. Nous, on parle de la bourre dans les pays. Donc, tout le monde va savoir. Et donc, je dis une philosophie de vie pour tout le monde. Le jeu, il y a des systèmes où on dit qu'il efface notre jeu. Le jeu, c'est pour moi. On ne dit pas jeu. Ah, pourquoi tu parles de ça? Non, parlez de vous. Parlez de votre expérience, parlez de vos échecs, de vos joies. C'est ça qu'ils disent, c'est ça qu'ils partagent. Ça révèle votre humanité. Mais vous dites rien. Moi, je me rappelle pourquoi j'ai dit à ça pour parler à Biabo, comment on appelle la commune de Yoko, pour parler d'éducation. Parce que lui, il met la galère dans le moment. Donc, quand il dit aux gens qui étaient dans la sacrée, c'est plus audible. Quand c'est quelqu'un qui était quelque part, on va bien dire, s'il vous plaît, vous me quittez là, c'est pour ça que il y a des violences. Ça ne l'intéresse pas. C'est l'expérience de vie qui fait que votre message est accepté par les autres. Donc, racontez cette vie, affirmez votre jeu, résistez à l'adversité, qu'on soit artiste, sportif, homme d'affaires, écrivain, tout, ou administrateur, on subit l'adversité. Donc, tous les aspects de l'adversité, comment convaincre, comment battre, comment arriver, comment puiser l'énergie qui en soi, comment être conscient de son rôle dans l'univers, de ton pouvoir de vie personnelle. C'est ça qui est la rage de vaincre. La rage de vaincre. Il ne faut pas effacer ça dans notre jeunesse, il ne faut pas parler dans. Je nous dis, tu n'as pas dit. On nous demande même dans certains domaines de faire de la sous-performance. Certains gens disent, il ne faut pas trop, tu sais, si tu vas trop, on va dire que tu vas trop, faire attention, attention, la famille. Et puis, il y a un gars qui dit, ah, c'est tout, c'est pas qui s'écarte grossier. Parce que moi, il est tellement gros, il est tellement obèse, il peut partir combien de jours il est. Racontez votre vie, si vous venez. Regarde, on n'était pas à il y a 10 ans. D'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait? Tous ces gens qui sont dans la lumière, il y en a qui font comme s'ils sont en
orphelin. On veut savoir qui est votre papa, qui est votre maman, qu'est-ce qu'il a fait, comment ils ont souffert, comment ils ont dit piment au marché. Tout le monde vous humanise à partir de là et dit attention, c'est lui, je peux y arriver. Et donc, c'est ça la rage de vaincre. Il est petit, mais le plus cher de lui parce qu'il veut éveiller chacun de nous. Et je n'ai jamais lu de livre de développement personnel. J'ai juste exprimé ce que je me sens moi dans la vie de tous les jours. Et ce que j'ai comme discussion, ce que j'apprends de tout le monde. Et c'est ça la vérité. Enfin, avant que Florence vienne maintenant ici, il y a des transformations. Vous avez vu ça dans l'idée. On peut être bien libre, soi-même se souvenir des transformations. Mais c'est encore une entreprise de déconstruction d'une approche du travail. C'est très actuel. Les transformations, c'est pour beaucoup qui sont arrivés dans mon bureau pendant que je fais la production, c'est. À mon bureau, j'ai des codes de réception des usagers. Et je vais chercher chaque usager dans la salle d'attente pour venir travailler. Donc, une fois, je rentre dans ma salle d'attente, et puis je vois un vieux qui est assis là. Et puis, dès que je rentre dans la salle, il me regarde et me dit les tranches de fait. Et puis, c'était là. Donc, je prends le visiteur qui est avec lui, je prends l'autre visiteur, si vous allez, il me regarde les tranches de fait. Et à son tour, je vais le chercher pour aller dans la salle. Et il me suit les tranches de fait, les tranches de fait. Il s'assoit devant moi. Je pensais qu'il avait un problème chez lui parce que les vieux, il avait un problème de tête, il avait des têtes qui n'ont pas été matriculées. Donc, c'est un mec qui est venu voir. Et il dit qui êtes-vous? Je n'allais pas vous je n'allais pas vous servir. Donc, lui, c'est assez comme ça sur moi. Donc, quand j'ai cherché le livre, ça m'a bien été moi. J'ai appelé ses livres préférés, ma Bible préférée. Qui appelle l'histoire de ce vieux devenu et transformé. Il faut déconstruire certains mythes qui ne sont pas des mythes. Nous avons fait tous qui êtes présents dans cette salle, vous avez été acteurs de certaines scènes que je raconte, vos noms sont à l'intérieur, vous tous pratiquement, tout ce qu'on a fait ensemble. Donc il faut déconstruire la mythification et la mystification de l'inertie du pouvoir de l'autorité dans le communauté. C'est ça qui est dangereux. Un président, un ministre, des leaders, mais il n'est pas coupé du peuple là-bas, non. Il travaille pour la population. Hein? Il rencontre à cette population. Donc, quels sont nos éléments? Quels sont nos ambitions? Qu'est-ce qui se passe? C'est tout ça qui est décrit, différents chapitres, comme avec tout ce qui s'est passé. Mais également derrière la scène, parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas en tant que citoyen, il se passe beaucoup de choses derrière des décisions. Sur la question des gamins, sur la question des enfants délinquants, sur la question de la préservation de la nature, sur la question de la sécurité, sur toutes les questions, il y a des décisions. Maintenant, j'arrive aussi à théoriser notre vie pour demain. C'est quoi les décisions d'autorité? C'est quoi la proximité? C'est quoi le service public? Il faut théoriser parce que, encore une fois, on parle de médiocrité, mais on ne donne pas aujourd'hui. Aujourd'hui, est-ce que vous avez un livre du genre de narration de ce qui s'est passé, la crise, la guerre qu'on a eue en 2010? Personne n'a écrit. Il y a juste des écrits sociologiques sur les dégâts. Mais personne n'a écrit ça d'un point de vue littéraire, simplement pour qu'on sache le drame. Même raconter des anecdotes comme la guerre, des histoires d'amour, des histoires cocasses. C'est comme ça qu'on sédimente la vie de l'histoire d'une nation. C'est pas en cachant. Sur la crise de 2002, il n'y a rien eu pratiquement. On a écrit, on a théorisé, oui, le Nord a été divisé, il y a eu telle chose, le Sud a été ceci. Mais personne ne raconte comment dans ça, il y a eu des histoires, il y a eu des choses qui sont nées. Il faut faciliter, il faut fluidifier la relation littéraire pour que nos drames deviennent des histoires qu'on regarde avec beaucoup d'amour. Donc ceci est fait. On raconte beaucoup de choses ici demain. Il y a également certaines vérités qui sont étalées, mais des perspectives meilleures. Et deux derniers chapitres, ce sont les chapitres sur mon approche de communication. Certains se sont dit, c'est pas possible, pourquoi il fait ça, mais vraiment, dans nous, ça ne fait pas. Et il a trop se faire voir, il a trop parler, même pas celui-là, mais depuis qu'on a vu comme ça. Mais mon background, que notre présentateur a expliqué tout à l'heure, explique tout. Moi, je n'étais pas au bureau, j'étais fonctionnaire international pendant plus de 12-15 ans dans les pays en guerre, donc dans tous les pays les plus, excusez-moi le terme, à l'époque, pourris d'Afrique. J'interviewe dans le cas, je fais tous les pays. Je fais 43 pays d'Afrique, mais les pays les plus en crise. Donc de 2002 à 2014, je travaille dans tous les pays d'Afrique où il y a des crises. Et donc, ça a façonné. J'ai vu la misère humaine, je le répète. Au Rwanda, j'ai vu des ossements humains à l'infini. J'ai visité le Rwanda par la première élection quand Kagame a lieu. Je suis devenu traumatisé. Et je suis allé dans des pays, des no-man's land, tels que Brooklyn, des pays compliqués tels que les Zimbabwe qui sont tombés. Il y a des zones telles que le KwaZulu-Natal en Afrique du Sud, mais également dans la Libye pour Kadhafi. Je ne sais pas, ici à côté du reste de la Lyon. Donc, quand vous avez une expérience pareille, vous pouvez exercer une responsabilité nationale comme si de rien n'était.
Donc, vous essayez de rapprocher l'humain du centre de vos préoccupations. Et ce rapprochement, c'est quoi? C'est la proximité. Aujourd'hui, il y a des événements en Afrique. Et l'une des raisons de ces événements, c'est la déconnexion entre les dirigeants et le peuple. Mais cette déconnexion est due à quoi? Parce qu'il n'y a pas de point créé entre l'individu et les efforts généraux de développement que nous avons. Donc, il faut que l'individu soit intéressé. Comment il va être intéressé? Ce sont les fonctionnaires, ce sont les élus qui créent cette relation. Et non pas de se couper. Il est impensable qu'il y ait un drame aux États-Unis, et puis le président américain en vacances, il ne vient pas. C'est pas possible, il tombe. C'est la proximité, il faut qu'il y ait derrière un drame, le premier c'est le maire, le gouverneur, et ensuite le président vient. C'est comme ça. Donc c'est pour montrer que vous faites la politique pour les autres. Et c'est pour cette raison qu'il a été fait. Et enfin, le dernier chapitre de ce livre, c'est vous tous qui êtes dans ça, la plupart d'entre vous. Il y a certains qu'on n'a pas voulu noter parce qu'ils sont dans des positions assez délicates. Les gens, comme je disais, c'est difficile, c'est parce qu'ils sont dans des agences de rotation. Et mais ils doivent vous noter. Si vous parlez d'eux, de mecs qui vont chercher à vous noter, on va vous noter à la complaisance parce que des relations. Mais tous ceux qui sont dans la salle, tous les trucs de regarde des journalistes, nous tous, je parle de la relation de chacun d'entre vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai été invité vers vous? Et en conclusion, on arrive à faire des merveilles si on casse cette barrière en nous. C'est une illusion de penser que je suis ministre, je suis président, je suis député, je suis DG, donc les autres. C'est une illusion. Et cette illusion, souvent, on fait brutalement face à la brisure, à l'effondrement de cette illusion. Votre légitimité, c'est votre relation avec le peuple. L'essence de votre vie sur terre, c'est votre investissement dans l'autre. C'est ça qui doit savoir vivre. Tu as des gens qui sont milliardaires, personne, on ne connaît même pas, même le voisin. Il a changé la vie de personne. Mais comment on pourrait vivre comme une comète qui était passée comme ça, sans jamais même avoir porté celui à votre voisin? C'est ça la finalité de notre vie. Donc vraiment, voici le dernier livre. Ça a été assez long de présenter les 6 livres. Voici les 6 livres que je mets à votre disposition. Et je souhaiterais que vous soyez nombreux dans les librairies de l'accueil. Merci beaucoup.